Les grandes vacances venaient de commencer. Il me fallait à tout prix trouver un endroit pour passer un stage de vacances. Je partis voir un des invités de la soirée d'adieu organisée en l'honneur de Monsieur Dibo. Il s'agissait de Monsieur Akos, PDG d'une grande brasserie de la place. Il m'avait remis sa carte de visite au cours de la soirée et m'avait assuré qu'il m'aiderait dès que j'aurais besoin de ses services. Il m'accepta en stage pendant 2 mois dans son établissement au sein du magasin de stockage des boissons. Ma tâche consistait au comptage des casiers de boissons, à livrer et à remplir les documents relatifs à la livraison. Parfois, le magasinier s'abstenait 1 à 2 jours pour des raisons que j'ignorais. Dans ce cas, le chef de service des approvisionnements me donnait toute la responsabilité de la gestion du magasin. Il me fallait à la fois gérer les commandes, les livraisons, etc. Heureusement que le chef de service était toujours disponible et supervisait tout mon travail. À la fin de la journée, il prenait mes livres pour vérifier l'ensemble des écritures et préparer les livraisons de la prochaine journée. C'était un travail absorbant, mais passionnant. Je ne pouvais m'absenter sous aucun prétexte. Petit à petit, je découvrais le monde du travail. Il arrivait des fois que le chef magasinier me mette dans l'équipe des promoteurs commerciaux pour des animations sur les lieux de vente ou encore pour la prospection des nouveaux clients. La concurrence était rude sur le marché des boissons, étant donné qu'en dehors de notre société, il y en avait 2 autres concurrentes ainsi que les boissons importées tant en bière qu'en jus. Monsieur Alexis, Dixon. Les hommes viennent de Dieu. Il y a des gens qui disent aussi que les villes viennent des fleuves. Ce sont des fleuves qui enfantent des villes. Les poèmes viennent des recueils des poèmes. Mais ce texte... Oui, Dixon, merci beaucoup. Ce texte est d'Emmanuel Ebolo Ienza, que nous avons d'ailleurs sur ce plateau, que nous allons découvrir, mesdames et messieurs. C'est dans le cadre, dans la rubrique Valeurs de chez nous, de l'émission Convergence et Révolution culturelle. Nous en avons déjà découvert 4 ici. On a découvert 4 valeurs ici. Et dans la 5e partie, nous sommes donc à la découverte de l'écrivain Emmanuel Ebolo Ienza. Et la 4e découvre d'un de ses livres que j'ai en main ici, dit « Natif de Fort-Ossé, actuel au Wando, en République du Congo, Emmanuel Ebolo Ienza est diplômé d'économie, des sciences de gestion et des sciences et techniques de la communication, journalisme. Il a été chargé de cours de marketing à l'Institut supérieur de gestion, ISG, de l'université Marien-Ngouabi, député à l'Assemblée nationale, ainsi que conseiller municipal de la commune d'Owando. Il est actuellement consul général de la République du Congo à Guangzhou, en République populaire de Chine. Et il est sur ce plateau, Dixon. Très bien. Il est sur ce plateau, Monsieur Emmanuel Ebolo Ienza. Bonsoir, Monsieur Emmanuel Ebolo. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Voilà. Le roman, le livre, le roman. J'ai avec moi le roman qui s'intitule « Au gré du destin ». Et Monsieur Alexis, quel est le titre? Ici, c'est le 2e roman, Humilité et gloire. Très bien. Monsieur Ebolo, le roman, le livre, quelle est l'importance du livre? Bon, d'accord, merci pour cette question. Pour y répondre, je voudrais d'abord vous citer le professeur Obenga. Je l'avais entendu, pas le professeur lui-même, mais le professeur de Foba, qui le citait, en disant que le professeur Obenga a toujours dit que pour parler d'un sujet, il faut remplir 3 critères. Il y a la légitimité, il y a l'autorité et la compétence. La compétence. Je ne crois pas avoir ni la légitimité, ni l'autorité, ni la compétence pour parler du livre comme tel. Par contre, je peux parler des miens, oui. De mes 2 romans, si, ça je peux en parler. Mais le livre en tant que tel, c'est
pour ceux qui ont fait littérature dans les universités, savent ce que ça veut dire. Et vous avez lu là un peu mon cursus, en quelque sorte. On n'a pas vu que j'ai fait des études de littérature. Mais le livre, quelqu'un disait aussi que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans le livre. Ah. Voilà. En réalité, le livre... Ce qui nous avait fait très mal au cœur. Ben, c'est peut-être une réalité. Ah. Je ne vois pas souvent les Africains se précipiter à acheter des livres. On peut poser la question au libraire et nous répondrons. OK? Mais ce qui est vrai, c'est que le livre, c'est fait pour partager des connaissances. Voilà, partager des connaissances, partager des informations sur tous les plans, parce qu'il n'y a pas les livres seulement en littérature. Vous pouvez en avoir en biologie, dans les sciences exactes, en médecine, en mathématiques, comme vous voulez. Donc le livre en lui-même, il porte des connaissances qui peuvent être transférées à tout le monde, qui aimerait apprendre, qui aimerait connaître. Je crois que pour mieux connaître le monde, pour mieux connaître les choses, il faut rentrer dans le livre, dans les livres. Dans les livres. Donc le livre est fait pour la connaissance. Monsieur Alexis? Oui, oui. Et puis on sait très bien que un livre, non seulement ça sert à partager les connaissances, mais ça garde pour l'éternité aussi ces connaissances-là. Et donc, une fois que c'est écrit comme ça, ça immortalise l'auteur en même temps. Et les générations futures sont sûres de venir trouver son message tel quel, sans une virgule de plus ou de moins. Et je crois que ça aussi, on rajoute à l'importance du livre. Alors, deuxième question, ou bien dans la série de questions que nous avons réservées à notre... Peut-être sur cette question, oui. effectivement, de la mémoire, du livre concernant la mémoire. En réalité, c'est une communication qui traverse des siècles. Ça traverse des siècles. Voilà, c'est comme un monument. Voilà. Et je vais vous dire aussi qu'un jour, je discutais avec un ami, un frère, disons, qui estimait qu'il avait un peu d'argent, qu'il était riche. Il n'a pas tort, parce qu'il en avait quand même assez aussi. Et je lui disais je lui ai posé une question très simple. Connaissez-vous quelqu'un qui était riche au temps de Victor Hugo? À la question que je lui avais posée. Il disait non, mais ça remonte à très loin. J'ai dit, mais vous connaissez Victor Hugo? Il a dit oui. Je crois que c'est ce qui est plus important, c'est le livre. Pas les richesses dont vous parlez. Évidemment. Donc, le livre aura fait la différence. Jusqu'à présent, même les plus petits-enfants qui sont à l'école primaire connaissent Victor Hugo. Évidemment. Et Dieu seul sait à quel siècle il a vécu. Ah oui, ça c'est clair. Donc, alors, le livre, c'est ça. Moi, j'ai retenu dans la réponse de monsieur Ebolo, il y a quelque chose à retenir, comme, je dirais, parole de sage, une sagesse. Monsieur Ebolo dit, j'ai ni l'autorité, ni la compétence, et ni la légitimité pour répondre à cette question, mais je suis là pour parler si c'est pour parler de mes romans, eh bien, il n'y a pas de souci, je vais y répondre, je vais répondre à vos questions. Alors, monsieur Ebolo, rapidement, Au gré du destin, ce roman parle de quoi? Bon, le titre, il est déjà suffisamment évocateur. Le destin. Qu'est-ce que le destin? Beaucoup de gens, je crois, qu'ils croient au destin. Moi, personnellement, je crois au destin. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes nés pour remplir une mission sur Terre. Vous voyez que déjà, nous sommes dans ce studio, nous sommes à 3 et nous ne nous ressemblons pas. Ah, c'est clair. Bon, pourquoi nous ne nous ressemblons pas? C'est parce que nous ne sommes pas de même père, même mère, même dans la famille. Même dans la famille. On est de même père, même mère et on ne se ressemble pas. Pourtant, on a le même sang. Donc, le destin, c'est déjà quelque chose que nous naissons avec. Et ensuite, nous suivons cette voie sans souvent la comprendre, sans savoir souvent maîtriser l'événement qui se passe avec nous. Parce que on est rentré au CP1 un jour et puis on s'est retrouvé journaliste. Et beaucoup de gens sont rentrés avec vous au CP1 un jour et ne sont pas devenus ni journalistes ni quelque chose d'autre. Ah, c'est clair. Vous avez eu un destin. Et eux aussi, ils ont eu le leur. Évidemment. Donc, c'est des choses dont on n'a pas la maîtrise. Voilà pourquoi, personnellement, je pense que quand nous vivons ici, nous vivons au gré du destin que Dieu nous a, d'après la croyance, que Dieu nous a cédé à chacun d'entre nous
Et nous le suivons sans toujours savoir jusqu'où ça ira, vers où nous allons. Donc, c'est dans le roman, quand vous lirez là-bas, vous verrez qu'effectivement, parce qu'il s'agit du docteur Moneng, disons le personnage principal de ce roman, Au gré du destin, et il a un destin extraordinaire. Merveilleux et extraordinaire. Heureux lui. Donc, c'est un peu, il a vécu au gré de son destin. Voilà, des choses dont lui-même n'avait pas la maîtrise. Quand vous lirez, vous découvrirez le contenu du roman. C'est en lisant un livre, un roman, qu'on découvre la pensée, la magie de l'auteur. Nous parlons ici de la lecture. Monsieur Ebolo, vous vous adressez aux Congolais. Quelle est la place de la lecture dans la vie des hommes? On voit bien que vous avez souligné que si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez-le dans le livre. Ben, les Africains, certainement que c'est en France, métro, boulot, dodo. En Afrique, le tam-tam, la musique, la danse. Alors, mais quelle est la place que devrait avoir le livre dans la vie des hommes que nous sommes? La lecture. Oui, d'accord, mais je voudrais y revenir pour vous dire simplement que je vous ai dit que les livres sont dans divers domaines. Oui, n'est-ce pas? Oui, oui. Un biologiste aurait bien envie de lire des livres de biologie. Évidemment, Un physicien ferait la même chose. Évidemment. Les étudiants, les élèves, surtout, ont des livres au programme dans leur, pour passer des examens, pour passer des compositions. Ils ont des livres au programme, n'est-ce pas? Donc, le livre, je vous disais que c'était pour connaître, c'est fait pour connaître, pour diffuser la connaissance. Donc, je crois personnellement que le livre véhicule des messages. Oui, mais la lecture. Oui, la lecture. Quelle est sa place dans... Est-ce que nous devons lire? Est-ce que c'est important que nous lisions? Si vous cessez de lire, vous commencez à avoir une pensée très étriquée. Très étriquée. Ensuite, vous commencez à mon avis, à mal parler la langue que vous avez apprise à l'école. Parce que c'est là, grâce aux auteurs, que vous relirez certainement les formulations des phrases, que vous découvrirez de nouveaux mots, de nouvelles expressions, grâce aux auteurs. Donc, si vous voulez toujours être, à mon avis, à la pointe de la connaissance, et de la rhétorique aussi, bon, je crois qu'il faut continuer à lire. Si vous vous arrêtez, c'est sûr que vous ne connaîtrez plus grand-chose et que vos connaissances deviendront étriquées. De la nécessité de lire toujours et de lire. Donc, les lectures enrichissent l'homme, oui, les hommes au quotidien. Mais avant que Dickson ne pose encore une question dans la série de questions qu'il vous a réservées, si je vous disais, Monsieur Ebolo, si je vous disais que rien que le titre Au gré du destin m'a fait peur, que répondriez-vous? Oui, mais je comprendrais que vous avez peur de votre propre destin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans votre destin, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit tantôt que le destin, c'est la chose dont on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. Et justement, voilà pourquoi ça fait peur. Nous suivons une voie, parce que vous lirez là-bas que le destin, c'est souvent comme, disons, comme un canal. Vous rentrez dans un canal, il peut être, prenons une route, vous rentrez, vous avez un véhicule et vous rentrez dans une route. Voilà. La route, elle est belle, vous roulez très bien, vous allez jusqu'à destination. Et si la route est mauvaise? Alors là? Voilà, c'est le destin, c'est la même chose. Mais les Congolais en savent quelque chose. Donc, voilà, donc c'est au gré de la route, n'est-ce pas, la route que vous avez empruntée, si elle a trop de nids de poules, si elle a trop de trous, c'est sûr que pour 30 km, vous passerez 1 heure. Mais si elle est belle, bien balisée, c'est une autoroute, c'est sûr que les 30 minutes, vous les ferez peut-être en 5 minutes ou 10 minutes. Donc c'est un peu ça. Voilà, j'engage une autre question, vous en avez. Oui, alors dites-moi, quand nous voyons ça, et pour les téléspectateurs, on leur présente aussi la couverture de votre livre. On dirait bien qu'elle a été choisie à dessein. On voit des dés tomber comme ça. L'homme n'est pas maître de son destin. Quel est le message que vous véhiculez? Ça nous a fait peur parce que nous disons, si c'est comme à la loterie, si c'est comme à un jeu de hasard, que ça se passe pour nous les hommes, eh bien on a des raisons d'avoir peur. Pourquoi cette couverture qui nous terrorise
DG. Bon, d'abord, il ne veut pas vous théoriser. C'est un terme trop fort. Mais existe-t-il des hommes qui ont des certitudes? Je ne crois pas. Je crois que les hommes ont des convictions, mais ils n'ont pas de certitude. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer quand vous entreprenez une action, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça, au gré du destin. Donc, on ne doit pas avoir peur de ça. Le docteur Moneng, lui, commence bien ses études. Il termine l'école primaire, le collège, le lycée. Il va étudier à l'étranger. Et c'est lorsqu'il rentre que tout se bascule. Voilà. Et puis, il perd la personne qu'il était venu pour, la femme qu'il aimait tant dans sa jeunesse, qu'il voulait venir épouser, qui est décédée. Ensuite, il va tenter une aventure qui se terminera mal. Il se retrouvera en forêt, dans une forêt où il rencontrera un vieux qui a déjà vécu plus de 50 ans en forêt, qui a dû le prendre avec lui et lui donne des enseignements de vie en forêt pendant il a vécu en forêt pendant 30 ans. Oui, pour sortir dans un village. Sans qu'on aille jusqu'à la chute de l'histoire pour que les lecteurs eux-mêmes aillent découvrir. Mais il s'agit là, le destin du docteur dont vous parlez là, du personnage principal du livre, c'est un destin cruel. Oui, je disais qu'il était à la fois extraordinaire et merveilleux. Au départ. À la fin aussi. À la fin aussi. Sauf qu'après, il a dû traverser. Mais il a vécu des épreuves. C'est ça, il a vécu des épreuves assez difficiles qu'il a endurcies. Des épreuves de la vie qu'il a endurcies. Mais est-ce une façon ou une autre de dire au lecteur ou de nous dire à nous autres que nous ne devons pas nous étonner de rencontrer des épreuves dans la vie, et qu'il y aura à boire et à manger, qu'il y aura des nids de poules sur notre route. Surtout que chez nous, en Afrique, généralement, on a tendance à cibler des oncles en disant que tout ce qui m'arrive de négatif, c'est si la femme que j'aimais, je viens la retrouver morte, c'est peut-être l'oncle qui ne m'aime pas. La sorcellerie est là-dedans. Peut-être simplement le destin. Oui, je voudrais dire simplement que quelqu'un de très intelligent disait ce qui suit. Quand il vous arrive de désespérer, continuez à travailler même en désespérant. Je crois que je trouve ça très beau, non? Si vous arrivez de désespérer, continuez à travailler même en désespérant. C'est un peu le cas du docteur Moneng. Il était rentré dans un vrai désespoir. Mais il n'a pas déprimé. Il a continué à travailler jusqu'à retrouver l'espoir. Voilà, c'est un peu son cas, et il terminera par construire un grand hôpital, par faire de la ville où il était, du village où il était une grande ville, jusqu'à ce qu'elle devienne une ville très attrayante, touristique et autres. Donc le destin n'est pas toujours cruel. Je crois que quelqu'un disait que, je ne sais pas qui l'avait dit, mais il disait que l'essentiel, ce n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. Il faut toujours chercher à savoir se relever. C'est tout, ne restez pas par terre. Il est arrivé un moment où les événements vous ont attiré vers la terre, vous êtes tombé parce que vous ne teniez pas le coup, mais il faut savoir se relever et continuer la route. Voilà, c'est ça le destin. Voilà, il s'agit ici du roman Au gré du destin. Moi, je vais l'appeler ce soir comme ça, l'écrivain sage, l'homme sage. Monsieur Emmanuel Ebolo nous dit, lorsque vous tombez, l'important c'est de se relever. C'est de se relever. Nous parlons ici des ouvrages de monsieur Emmanuel Ebolo, mais aussi de l'importance de l'écriture. Comme disait Dieu au prophète Habakkuk, écris ta vision pour les prochaines générations. Donc c'est toujours important de écrire, de marquer son intelligence pour d'autres personnes. Mais monsieur Ebolo, nous avons avec nous ce soir 2 romans, Humilité et gloire. Nous avons déjà parlé du roman Au gré du destin. Mais monsieur Alexis, humilité et gloire. Humilité et gloire, avant que le DG ou bien l'écrivain entre dans ça, nous avons encore 2 ou 3 questions. Allez-y. Avec la permission de Dixon. Allez-y. Avec la permission de Dixon. Parce que une chose est d'écrire, une autre de s'adresser à un public. Lorsque vous écrivez,
au gré du destin, à qui vous adressez-vous? Le message, vous l'avez couché dans le livre, mais pour qui? Quel est le public cible pour qu'il puisse en profiter au maximum? Mais, oui, d'accord, mais ce n'est pas une littérature spécialisée. Hein. Non, 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 on a compris, c'est un roman. C'est complètement diversifié. Voilà. Donc, comme on dit, c'est indistinct. Voilà. Toute personne qui peut acheter ce livre, qui aime lire, le lira. Donc je tout le ne peux monde pas au départ cibler, oui. cibler une couche quelconque de la population. Là, c'est vraiment spécialisé. La jeunesse, si vous écrivez un livre sur la jeunesse, oui. C'est que vous vous adressez à la jeunesse. Si vous écrivez des livres sur le droit, vous vous adressez évidemment aux hommes de droit, etc. Oui. Mais là, voilà, Monsieur tout le monde peut y trouver son compte. Tout le monde peut y trouver son compte, lire et voir les événements qui se déroulent là-bas. Souvent, les gens ramènent même certains écrits à leur propre destin, à leur propre situation, à leur propre vie, à leur propre expérience, ou à leur propre vécu. Exact. Voilà. Donc, et d'où la question pour nous aussi de savoir, avec la permission de Dickson, est-ce que, au gré du destin, c'est autobiographique, c'est vous-même qui vous mirez, ou bien ce n'est que de la fiction, que de l'imagination, que comme ça, là, vous avez décidé de vous adresser aux Congolais, aux Africains, au reste du monde? Non, c'est un roman. Un roman, pure fiction. Un roman, par essence, c'est une fiction. Non, il n'y a rien de Mais d'où vient le déclic pour... on ne parle pas du destin comme ça, un beau matin, on se lève et tac, je commence à parler du destin. Ah non, mais non, là, c'est maintenant l'observation de la vie de ce que nous vivons au quotidien. Un jour, je me suis dit, bon, je vais peut-être écrire un livre sur le destin d'un jeune qui a fait ses études, qui a terminé ses études, ensuite qui est rentré dans son pays, qui a eu des situations assez compliquées, et puis qui s'est retrouvé sur d'autres voies. Voilà, j'y avais pensé et je me suis dit, bon, il faut se mettre à écrire. Et puis petit à petit, ça a donné ce livre-là. Super. Au départ, je ne sais pas que j'aboutirai à ce résultat. Non. Ah, ça J'écrivais, et pour arriver là, ce n'est pas évident dès le début d'avoir une projection qui vous amène à une conclusion au départ. Non. On n'est pas en médecine, là-bas, au moins, ou en chimie, où on a une expérience, on sait que ça va aboutir à... Oui, mais telle chose, dans un laboratoire. Emmanuel Ebolo, il y a une question encore. Vous êtes maître des personnages lorsque vous écrivez. Vous êtes Dieu sur eux. C'est vous qui décidez de tout pour eux. Alors d'où vient-il que pour ce docteur, ce jeune qui était parti étudier, qui a réussi, qui revient avec tout l'espoir du monde pour épouser la belle qu'il avait laissée ici, d'où vient-il que vous ayez décidé comme ça là, de la mort de celle-là? Et du coup, c'est la catastrophe, c'est cruel pour ce médecin-là ou bien pour notre compatriote. Mais pourquoi vous n'aviez pas laissé en vie la femme qui la trouve bien en vie, et puis tam-tam, danse, on mange, on boit, mariage, et puis paf, l'affaire est dans le sac? Pourquoi la mort est intervenue alors que tout semblait... Le ciel était bleu jusqu'à cette mort-là? Mais la mort fait partie du destin, à ce que je sache. Donc, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas l'ignorer. Je vais peut-être vous citer Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, c'est un grand écrivain français. C'est tellement le connaître. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'était un académicien. Il disait que ce qui est bien dans la vie, c'est qu'elle s'achève. Bon, c'est un débat, mais il pensait que... Nous aurions bien voulu qu'elle s'éternise. Il se posait la question, vous imaginez que nous restions éternellement? Comment ça serait alors? Ça, c'est Jean d'Ormesson. Non, s'il n'y avait pas ces événements, peut-être que ce serait un autre roman. Ce ne serait pas celui-là. Vous voyez? Ce qui se passe, c'est que le docteur Moneng, par exemple, a connu une jeune fille dans son enfance, c'est-à-dire qui partait à la même école que lui. Et lorsqu'il voyage, il va à l'étranger pour étudier, poursuivre ses études en médecine. Il demande à ses parents de marier, d'épouser traditionnellement cette femme. Exact. Parce que lui rentrait pour faire un mariage officiel. Et lorsqu'il rentre, pour faire ce mariage officiel, cette dame était avec lui, enfin était venue pour l'attendre, et il y a eu un drame qui a fait que cette femme-là, malheureusement, les médecins n'ont pas pu la sauver. Et dire que Moneng lui-même est médecin. Oui. Donc, en plus. Voilà, les médecins n'ont pas pu la sauver. Et finalement... mais ce qui se passe après,
c'est que Moneng décide d'épouser cette femme, malgré le fait qu'elle soit morte. Ah oui, comme l'exige la tradition. Non, bah, parce que bon, il l'aimait. Par amour pour elle. Par amour pour elle. Super, il était venu pour l'épouser. Il avait déjà tout acheté, pour préparé elle, le mariage oui, pour oui. faire. Bon, il a dit, bon, je vais l'épouser. Ah, ça. Oui. Et il va à la mairie, il remplit toutes les formalités pour l'épouser. Maintenant, le jour du mariage... Non, on laisse les mais je veux quand même dire... Non, oui, ça oui, va, le jour du mariage, il y a beaucoup de choses là-bas, oui. mais je vais sauter. Et le maire constate que son épouse, que l'épouse n'est pas là, donc la future mariée n'est pas là. Il n'y a que le marié qui est là, peut pas où faire est la le mariée. mariage. Oui. Bon, finalement, dans la salle, il y a un grand avocat qui se lève pour défendre le docteur Moneng et pour exiger que monsieur le maire fasse ce mariage. Ah, ça. Et finalement, monsieur le maire a célébré le mariage. Ah, ça. Oui. Vous voyez comment, jusqu'où l'amour peut vous emmener. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Moneng dit que ce n'est pas parce qu'elle vit maintenant ailleurs qu'elle n'est plus ma femme. C'est-à-dire qu'elle m'a précédée, elle m'attend là où elle m'attend, donc je vais la rejoindre un jour. Et je veux officialiser notre union ici, même si elle n'est pas en ce moment ici. Mais elle est dans mon cœur. Je la porte et je vivrai toujours avec elle. Donc je ne vois pas pourquoi le maire ne voudrait pas que je l'épouse. Oui, il y a eu donc ce vibrant plaidoyer d'un avocat maintenant, pour convaincre monsieur le maire. Après, il se passera que le docteur Moneng va retrouver une autre connaissance, une autre fille qui était élève avec lui au lycée à cette époque. Ah. Celle-là, c'était à l'école primaire, la première. Là. Ouais. Mais la deuxième, Fafa, par où commence même le roman, était avec lui au lycée. Mais Fafa était parti avec ses parents. Son père qui a été réaffecté ailleurs, M. Dibo, avait été réaffecté ailleurs dans un autre pays. Mais elle était partie avec la grossesse du docteur Moneng. Et le docteur Moneng ne le savait pas. Fafa même ne savait pas. D'accord, on met 3 points de suspension là pour que le lecteur... et je vous dis que le docteur Moneng va rencontrer Fafa presque 50 ans après. Ah, super. Mais avec l'enfant qui est né là-bas. Évidemment. Et qui revient avec 2 petits-fils. Non, mais que les lecteurs découvrent au gré du destin. Parce que là, maintenant, on comprend le titre, on comprend les dés qui sont tombés, on comprend qu'il se passe de choses. Mais c'est l'occasion aussi, Dickson, pour nous de dire aux téléspectateurs et au monde entier que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Hein. Tous nos diplômes, notre orgueil, nos connaissances, tout ce que nous voulons, même notre richesse, le destin ne se plie pas à ces caprices-là. Nous ne l'achetons pas avec notre argent, mais c'est Dieu qui décide pour ceux qui croient en Dieu. C'est le hasard qui décide pour ceux qui croient au hasard. En tout cas, le destin domine sur nous. C'est lui qui trace les contours et qui nous oblige un certain nombre de choses. C'est là où Dickson, j'aime le réalisme de l'écrivain, Emmanuel Ebolo. Pourquoi? Parce qu'il n'écarte pas la mort de notre vie au quotidien, comme pour faire semblant, comme pour faire l'autruche qui cache sa tête parce qu'il y a un danger qui arrive. Non, il nous met carrément devant la réalité parce qu'on a vu dans ce monde des gens, là encore dans le cas du docteur, au gré du destin ici, c'est après, c'est même avant la mairie que la dame meurt. Mais on a vu des gens mourir la veille de leur mariage. On a vu un accident de circulation alors que le cortège s'en allait à la mairie. On a vu même quelqu'un partir alors qu'on revient juste de se mettre des bagues au doigt à peine là. Et c'est la consternation générale. Donc on comprend que le message qui est véhiculé ici, c'est de nous faire comprendre qu'il y a lieu maintenant de se poser des questions, de faire comme une introspection, de se dire, de faire la part des choses. Là, l'écrivain peut nous corriger hein, si nous avons bien un verre de trop ou bien si nous passons à côté, de faire la part des choses, comme disait le professeur Théophile Obenga, entre ce qui est important et ce qui est essentiel dans la vie. Et donc, cela dit, Emmanuel Ebolo, est-ce que, en résumant ainsi votre pensée, le message que vous avez pensé, vous avez transmis, nous avons tapé juste ou bien il y a quelque chose à dire encore? Non, vous avez raison. Vous avez raison pour dire que personne n'a la maîtrise de son destin. On écoute souvent une expression simple que beaucoup de gens utilisent. Je ne sais pas s'ils l'utilisent à bon escient. Ils disent qu'il faut forcer le destin. Mais je n'y crois pas trop. On ne force rien. Si ce n'était pas pour vous, vous ne l'aurez pas. Si ce n'était pas destiné à vous, vous n'aurez pas ça.
Vous allez forcer quel destin? Pour forcer quelque chose. Non, on peut forcer par la corruption, par la tricherie. Au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Par les pots de banane. Oui, au bout du tunnel. Mais là encore, bien mal acquis ne peut savez, voilà. Je suis sûr que les entrepreneurs nous suivent aujourd'hui, mais cette pensée pourrait choquer les entrepreneurs qui pensent que, évidemment, le destin, on peut le façonner. On peut même l'acheter. Voilà, on voit des gens qui disent, mais on est pauvre, mais mourir pauvre peut être l'effet d'une propre volonté. Ouais. On peut devenir riche. Et on part de cette pensée en pensant que la richesse est la conséquence des efforts fournis et donc un destin provoqué. Monsieur Ebolo. Mais la notion de pauvreté est une notion relative. Ah. Qui est riche? Et quand on est riche de quoi? Ah, ça. Est-ce que riche, ça veut dire l'argent? Jusque-là, c'est ce que nous croyons. D'abord, il faut avoir la. Mais parlons de richesse comme réussir. Non, mais c'est une leçon là, sur la richesse. Ça veut dire qu'à réussir dans la vie. Réussir aussi, la réussite. C'est le terme très fort. Réussir, ça veut dire quoi? Avoir fait de bonnes études, avoir. Mais vous êtes sûr que celui qui fait du manioc au village avec les champs n'a pas réussi? C'est très relatif. C'est très relatif. Ça c'est clair. Moi, je peux peut-être... quelqu'un peut accepter de vivre avec 100 000 francs par jour. N'est-ce pas? Lui, s'il n'a pas 100 000 francs par jour, il ne peut pas vivre. Mais une autre personne peut vivre avec 2 000 francs par jour. Ah oui, ça lui suffit. Ça dépend de toutes façons. La Bible a résumé ça, c'est vanité de vanité. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, en réalité, non. Moi, je crois que tout est relatif. Je vais vous citer peut-être Einstein. Einstein disait quoi? Pour expliquer simplement la théorie de la relativité. Que si vous mettez votre main sur une poêle chaude, si elle reste là 1 minute, vous penserez que ça a duré 1 heure. Ah oui, évidemment. Oui. Ça a duré l'éternité. Mais mettez-vous à côté d'une belle femme pendant 1 heure. Si elle décide de partir, vous verrez que ça a duré seulement 1 minute. Quelques secondes seulement. C'est très relatif. Donc, je pense personnellement que le pauvre, ce n'est pas celui qui n'est pas riche en termes d'argent. Voilà. Le pauvre, c'est celui qui n'a peut-être rien à donner. C'est tout. C'est tout. Mais je ne vois pas pauvre au sens où, bon, celui-là a des coffres forts remplis. D'abord, ça ne fait pas le bonheur. Donc, a des coffres forts remplis. Et celui-là, il vit dans un truc là-bas. Machin. Non. Mais il est content de ça. Il suffit d'être content de ce que vous avez. Mais c'est vrai qu'il vous serez riche. Il y en a qui sont vraiment contents, qui sont heureux. Dans un taudis, dans une cabane. Je crois que l'écrivain Okunji. Oui, le grand poète. Oui. C'est un grand poète, non? De notre pays. Je crois qu'il vit en France. Ah si. Il passait sur les antennes, je crois, de Télé Congo à une autre émission. Je crois que ça allait être Cultura. Cultura, voilà. Avec Sauve Gérard. Ben voilà, il disait que celui qui sait reconnaître le peu qu'on lui a donné, en a suffisamment. C'est un peu en ce sens-là qu'il disait. C'est vrai. Non, mais si on vous donne 2000 francs, vous boudez, vous sentirez que ce n'est pas suffisant. Mais quelqu'un qui vous donne 2000 francs sera très content parce qu'il sait qu'avec ça, il a réglé le problème de son repas de la journée. Il en a beaucoup. Avant que Dixon n'entre dans la notion de pauvreté très relative. C'est très relatif, justement, mais sur la question du destin, parce que quand j'évoquais ces gros concepts, c'était relativement au résultat des efforts fournis, le résultat des efforts qui vient après les efforts fournis. Un enfant qui ne travaille, qui ne fait pas des bonnes notes, par exemple, des bonnes moyennes, on lui dit, c'est parce que vous ne lisez pas. Mettez-vous à lire et vous allez voir que à la fin de l'année, vous aurez des bons résultats. Une question assez simple. Ces bons résultats obtenus, c'est l'effet du destin tout est déjà prévu, ou de l'effort, ou c'est le résultat des efforts, la conséquence des conseils, la décision que cet enfant a prise pour changer les choses. Parce que quand on vous entend relativement au gré du destin, on a l'impression que tout ce que nous faisons et comme déjà est nul et non avenu et comme déjà prévu. Mais non, on doit toujours faire des efforts. Non, on ne peut pas dire qu'on ne fera pas des efforts. Si
on peut faire des efforts. J'ai été au lycée avec des amis. Notre meilleur élève de la classe de terminale A, de série A, terminale A, avait échoué au baccalauréat. Ah oui, ça arrive fréquemment. Et les gens qui avaient la moyenne de 4, de 5 pendant l'année étaient admis au baccalauréat. Vous allez expliquer ça? Comment vous allez expliquer ça? Le meilleur élève de la terminale A n'a pas eu le baccalauréat. C'est peut-être le destin. Ah ben oui, évidemment. C'est compliqué. Alors, le temps est contre nous. Monsieur Ebolo. Non, je voudrais quand même terminer sur cette question en disant ce qui suit. Si les entrepreneurs ont raison de mettre de l'argent comme capital pour faire des profits, on peut aussi en mettre et puis ne pas faire de profit. Ah, évidemment, ça arrive. C'est arrivé aussi. Il y a des entreprises qui ferment aussi. Ça fait faillite. Oui. Ensuite, l'élève Moi, j'ai eu des amis qui ont passé 10 fois le baccalauréat, 5 fois le baccalauréat. Vous voyez, vous croyez qu'ils étaient idiots, hein? Non, on en a eu un brillant. Il avait toujours 20 sur 20, 18 et 17. Voilà. Mais 5 fois le BPC, rien. Maintenant, il est vendeur de voilà pétrole, pourquoi parfois le gouvernement peut-être le nôtre et puis bien d'autres, exige souvent un niveau minimum ou un niveau minimal à nos élèves. Dit bon, il faut au moins avoir terminé le BPC. Voilà. Parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas aller au lycée, devenir ingénieur, devenir médecin, devenir professeur de lycée ou d'université. C'est pas possible. C'est clair. Oui. Bon. Non, on est d'accord avec vous. Donc, vous savez expliquer avec les mots qu'il faut. Je pense que l'entrepreneur peut ne pas avoir fait de longues études. Hein. C'est pas... Ah oui, c'est clair, on en a vu. Hein. Voilà. On en a vu. Mais... Moi, je suis de formation économiste, mais je ne suis pas entrepreneur. Oui. Mais il y a des entrepreneurs là-bas qui n'ont jamais eu une seule notion d'économie à l'école. Rien du tout. Mais ils gèrent bien leurs affaires. Hein. Et ça fleurit. Oui. Voilà. Donc, bon, là, c'est une autre chose. Là, c'est maintenant le flair. Là, le flair et tout ça. Mais oui, mais on voit aussi que le destin encadre tout ça. Ça, c'est maintenant artistique. Voilà. Hein, ce qui fait l'artiste, c'est le flair. Donc, en réalité, dans le débat sur le destin, à boire et à manger, ça dépend maintenant de nos convictions, de nos croyances. Moi, personnellement, je crois qu'il y a un destin pour chacun. Et nous aussi. Bon, il y a d'autres qui pensent qu'ils sont en train de faire leur destin eux-mêmes. Tant mieux. Si on les invite à lire Au gré du destin pour voir un peu si ces choses-là, ça se décide par soi-même ou bien si contre notre volonté ou bien des fois contre nos actions, nos pensées, nos paroles et nos actions, nos actes, certaines choses, en tout cas, tous les jours, on se rend compte que certaines choses ne dépendent pas trop de nous. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui disent, en tout cas, j'avais jamais pensé que c'est cet homme-là que j'épouserais. Il n'était pas du tout ce que je croyais moi. Mais c'est arrivé comme ça. Et du coup, elles sont mariées avec monsieur. Alors, Dixon, il nous reste très peu de temps. On va demander une rallonge à Patrice Louvoiseau et Vulpian Kenzo pour que nous puissions aller quand même dans les profondeurs du deuxième roman, Humilité et gloire. Mais avant que vous me posiez la question, la série de questions, vous savez, monsieur Ebolo, il a tellement la maîtrise de la chose qu'il répond à toutes nos questions avant qu'on les lui pose. Avant que vous nous posiez les questions qui sont là-bas réservées pour le deuxième roman, Humilité et gloire, nous avons eu l'impression, Dixon et moi, que c'était comme le prolongement ou bien la conséquence du roman Au gré du destin. On dirait bien que c'est comme une clé que vous donniez au lecteur ou bien une méthode, c'est-à-dire comment on dit, la conduite à tenir. Alors, humilité et gloire, est-ce que c'est en relation avec Au gré du destin ou bien là, c'est un tout autre monde? Une deuxième fois, vous vous êtes dit, tiens, j'écris sur ça. Non, là-bas, c'est toute autre chose. Toute autre chose. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet. Non, pas du tout. D'accord. Alors, Dixon. Justement, vous aviez bien dit les choses. On a l'impression qu'il y a, on va dire, une orientation pour atteindre, sinon pour, je dirais, devenir, entre guillemets, une gloire. Et cette gloire pourrait être le destin. Monsieur Ebolo, qu'est-ce que c'est l'humilité? Bon, peut-être qu'il faut repartir dans la Bible. Ah, repartons dans la Bible, parce que pour que le lecteur, le téléspectateur il a dit comprenne que aussi. L'humilité précède la gloire. C'est un peu ça. L'humilité précède la gloire. Donc, il faut être humble. Humble dans votre vie quotidienne. C'est un peu le contraire de l'orgueil, ne pas être orgueilleux.
ne pas pouvoir dire moi, 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 moi. Vous voyez, souvent, on a cette habitude-là, moi, moi, moi. Oui, moi. oui, oui. Bon, qui avait dit que le moi est haïssable? Je crois que c'est Pascal, non? Oui, mais quelqu'un l'avait dit ça. Je crois que c'est Pascal. Le moi est haïssable. Est haïssable. Donc, c'est mieux d'être humble. Humble, c'est-à-dire que de se considérer simplement comme tout homme. Personne au-dessus de l'autre. Oui, mais M. Ebolo, encore, c'est vrai ce que vous dites, mais je suis moi, et je suis fier d'être moi, et je suis sûr de moi, mesdames et messieurs. Donc, il ne me manque rien, je suis orgueilleux. Maintenant, où est le problème de M. Ebolo dans l'histoire? Pourquoi vous tenez tant à ce que nous soyons humbles dans la vie? C'est pas moi, c'est la vie elle-même qui voudrait qu'on soit humble. Ah. Parce que nous habitons dans un monde. Moi, je crois avoir lu quelque chose où on disait que lorsque nous venons au monde, c'est par une autre personne. Est-ce que c'est pas vrai? L'homme n'est rien sans les hommes. Nous venons dans leurs mains. Pour avoir les connaissances que nous avons eues au niveau de la formation, c'est par d'autres. Par d'autres, évidemment. On est d'accord, non? Et même quand vous mourrez, c'est d'autres qui vont s'occuper de vous. Oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas être humble? On dirait bien que ça ne sert pas d'être orgueilleux. Mais en quoi est-ce que vous êtes plus que les autres, dès lors que tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez, c'est les autres qui vous le donnent? On va sortir d'ici. Bon, il est 12h, 13h, 14h, on aura envie de manger. Mais qui aura préparé cette nourriture? C'est les autres. Même si vous allez au resto, vous avez votre argent. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a préparé. Ça, c'est sûr. Alors, rapidement, voilà, M. Alexis. On ne se suffit pas. On a besoin vous êtes diplomate, vous devez aller prendre vos fonctions en Chine, mais c'est quelqu'un d'autre aux commandes de l'avion. Ah, mais absolument. En Sinon, tout cas, vous ne pouvez pas vous-même décoller et arriver. On n'est pas suffisant. Dès lors qu'on sait qu'on n'est pas suffisant, donc il faut être avec les autres. Après tout, l'homme, c'est un animal social. Donc il faut être avec les autres, se placer. Et je vais vous citer, je crois que c'est peut-être l'empereur ou le roi de France, Napoléon, qui disait que pour faire de grandes choses, il ne faut pas se mettre au-dessus des hommes. Il faut se mettre parmi les hommes, au milieu d'eux. Vous pouvez les mener. Mais si vous regardez d'en haut les autres, sincèrement, il y a un moment où ils vous obéiront même plus. C'est clair. Voilà, donc l'humilité, je crois que c'est ce qui devrait nous habiter au quotidien. Et la Bible a résumé cela en disant, l'humilité précède la gloire. Si vous voulez aller trop loin, et quelqu'un a dit quoi, que si vous voulez aller loin, il faut ne pas être seul. Ah oui, oui. Maintenant, si vous voulez arriver vite, tant mieux, avec toutes les conséquences. Seul, on marche plus vite. Voilà. Ensemble, on va plus loin. L'humilité précède la gloire, nous avons retenu comme pensée du jour, parce que dès que nous avons lu humilité et gloire, tout de suite on a fait référence à la Bible. Pensée du jour, l'humilité précède la gloire. Dixon Klaus. Une question, généralement avant nos émissions, nous communiquons via les réseaux sociaux pour informer à nos chers téléspectateurs que nous avons une émission avec monsieur Antel. Alors, une question qui revient de temps en temps, je vais vous la poser aussi simplement. Homme politique, humilité. Comment définir l'humilité chez un homme politique? Un homme qui a les commandes de la cité, un homme qui gère la cité. Comment parler de l'humilité chez cet homme-là? Peut-être il faut peut-être repartir chez Mandela, qui nous prône l'écoute des autres. C'est-à-dire pour prendre une grande décision, pour prendre des décisions qui concernent la communauté, qui concernent tout le monde, il faut quand même d'abord écouter les autres, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent avant que vous ne preniez la décision. L'humilité, je crois que c'est dans ce sens-là. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, peut-être. Ce n'est peut-être pas une chance, mais j'étais devenu un jour député à l'Assemblée nationale. Voilà. Ça n'arrive pas à tout le monde. Peut-être. Bon, j'étais devenu député et je devais gérer une circonscription électorale. Et dans cette circonscription électorale, il y avait des électeurs. Et les électeurs viennent de toutes les couches sociales. Mais quand vous allez, ce qu'on appelle là-bas à l'Assemblée, quand vous faites une descente parlementaire, vous allez vers qui?
vers les populations, vers le peuple, vers vos mandants. Voilà. Mais vous devez les écouter. Ah oui. Pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs attentes. Exact. Sinon, vous ferez des choses qu'ils n'aimeraient pas. Donc vous allez vers eux, mais vous allez rencontrer même des tout jeunes, de rien du tout, des chômeurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont des ouvriers, des paysans, des intellectuels. Vous devez rencontrer tout ce monde-là et savoir à peu près, discuter avec eux, ils vont poser les problèmes qu'ils ont, ils vont faire des suggestions. Mais si vous savez les écouter, de toute façon, quelqu'un disait aussi que lorsque vous savez écouter les autres, vous avez aussi le cerveau des autres. Exact. Voilà. Sinon, vous ne raisonnerez qu'avec votre seul cerveau. Ce n'est pas suffisant. Donc, quand vous écoutez les autres, vous prenez leur... Parce qu'ils vous donnent la formation. Ils vous donnent très certainement des indications sur plusieurs choses. Et en ce moment-là, vous pourrez raisonner en même temps grâce à eux. Donc, vous avez leur cerveau. Et je crois que l'humilité vous permettrait d'avoir plusieurs cerveaux en réalité. Très bien. Donc, on veut reformuler aussi. Vous avez répondu certes à la question de Dickson. On veut la poser autrement, comme on l'a fait au gré du destin. On est dans humilité et gloire. À qui vous adressez-vous? À qui recommandez-vous cette humilité? Est-ce que c'est à l'homme politique, aux religieux? Est-ce que c'est à l'administrateur? Est-ce que c'est au ministre du gouvernement, aux députés, aux sénateurs, au petit peuple? À qui vous adressez-vous avec humilité? À l'homme tout court. Ah. Mais ils sont d'abord des hommes. Tous ont ceux que besoin. vous avez cités là. Oui. Que vous soyez homme politique, que vous soyez homme religieux ou un religieux, que vous soyez artiste, que vous soyez, je sais pas, entrepreneur, vous êtes d'abord un homme. Voilà. Donc tous doivent s'abreuver ici. Peut-être pas dans ce livre, mais dans l'humilité. Non, à la source de l'humilité. Chacun devrait se remettre en question pour redevenir humble. Non, mais ils sont peut-être, ils sont aussi humbles, je crois. Ah oui, bien, on ne dit pas le contraire. C'est un conseil que vous nous prodiguez ici, à monsieur tout le monde. Bon, mais en réalité, dit la Bible. En réalité, là-bas, c'est Ngomba. Ah. Il s'agit de la vie de Ngomba. Voilà, Ngomba. Qu'est-ce qui se passe chez Ngomba? Ngomba, c'est un jeune garçon, il a la trentaine. Il ne sait que hériter des femmes. Il n'a pas eu le temps lui-même d'épouser une femme. La tradition a voulu que Ngomba d'abord, lorsque son père est décédé, il avait une jeune femme et le papa n'avait pas de neveu, n'avait pas de petit frère. Mais cette jeune femme-là avait quelques enfants, déjà avec son père. Et Ngomba avait été un peu l'aîné de cette femme-là. Les parents disent, après une concertation familiale, comme il n'y a personne. Mais personne est bien. Et puis il y a des petits qui sont là, c'est mieux de garder cette femme. Tu deviens leur la marate en réalité. C'était la tradition à l'époque. Et Ngomba a accepté. Ensuite, meurt l'oncle de Ngomba, qui a laissé aussi une femme. Ngomba était l'unique neveu. Et des enfants. On dit à Ngomba, mais on ne va pas quand même laisser. Tu ne veux pas quand même laisser. Pas la traîne. Voilà. Il accepte de prendre cette femme. Et les enfants. Par après, meurt le meilleur ami de Ngomba. Oui. Et ce meilleur ami avait deux femmes. Il n'avait personne d'autre que Ngomba. Il n'avait pas un petit frère, il n'avait pas un neveu, il n'avait personne. Mais le village décide. Mais Ngomba, mais toi tu vas... Ngomba dit, bon, c'est pas grave, je prends. Simplement par souci des enfants que laissait qu'avait laissé son père, qu'avait laissé son oncle son meilleur ami. Et son meilleur ami, deux femmes. Mais c'est devenu une source de gosserie, de moquerie vis-à-vis de Ngomba. Il suffisait d'un petit problème avec quelqu'un dans la cité pour qu'on dise oui, tu veux maintenant que je meure pour que tu restes avec ma femme. Toi, ton problème, c'est d'hériter des femmes des gens. Alors ça n'a pas plu à l'unique sœur que Ngomba avait. Ah. Oui. Et l'unique sœur que Ngomba avait a recommandé à Ngomba une jeune fille pour que Ngomba l'épouse. Et finalement, Ngomba va épouser cette jeune fille que sa grande sœur lui avait recommandée. Oui. Il a maintenant 5 femmes. Il n'en a jamais cherché une seule lui-même. Bon, finalement, il a commencé à faire des enfants avec cette femme-là. Mais les gens soupçonnaient toujours que ce n'était pas ses enfants, c'est d'autres personnes qui venaient là, c'est son propre neveu qui est donc le fils de cette grande sœur-là, qui venait, bon, voilà, patati patata, qui s'acoquinait avec la femme de Ngomba Ejitra. Vous voyez, donc tout ça,
Mais Ngomba l'assume, il vit ça. Mais Ngomba, c'est un vrai travailleur, c'est le meilleur chanteur de la contrée, de la danse du village, c'est le grand chasseur du village, c'est un entrepreneur en quelque sorte au village, mais il est l'objet de beaucoup de moqueries, tout ça. Voilà, et puis jusqu'à ce qu'un jour, le destin le conduise autrement. Là aussi, le destin est revenu. Là aussi, le destin. Voilà pourquoi nous... Et Ngomba va finir par, il va finir par devenir le mari de... Non, ça c'est l'atterrissage. Voilà. Pour que le lecteur découvre finalement le destin, où mène ce destin de Ngomba. Justement, c'est étrange. Vous voyez... C'est comme par la force des choses, il nous reste 5 petites minutes pour qu'on atterrisse. D'ailleurs, les 5 petites minutes, on les a négociées à la direction des programmes de DRTV pour que nous puissions atterrir en bonne et due forme. Le destin, mesdames et messieurs, est d'autant plus cruel qu'il ne demande pas notre permission. Voilà, c'est le père qui s'en va, il n'y a personne d'autre, sinon le fils qui devient le père de ses cadets. Et du coup, il hérite de cette femme-là. Et puis c'est l'oncle qui meurt, il n'y a personne d'autre autour, encore Ngomba, deuxième héritage. Et un autre jour, après-demain, c'est son meilleur ami qui meurt, et tout le village dit, mais attends Ngomba, tu ne vas pas te défiler quand même. Voilà, il faut, ces enfants-là, on ne va pas les laisser à la traîne. Troisième héritage. Mais ce sont les mêmes qui vont encore s'en prendre à Ngomba, comme pour dire, voilà, c'est tout ce qu'il attendait là. Hein? Il y a du Ngomba dans l'air, toi aussi, tel que je te vois venir là. Tu n'espères que ma mort pour hériter, mais celle-là, je ne meurs pas. C'est peut-être toi qui vas mourir avant. En tout cas, la mienne, je ne te la laisse pas. C'est un peu comme ça que fonctionne notre monde. Alors, DG, Dickson, une question sur ça, peut-être pas sur des choses qui nous arrivent, ou bien un commentaire sur des choses qui nous arrivent des fois poussées par le monde, mais c'est ce même monde-là qui va encore se retourner contre nous, ou bien des choses fixées par la tradition, mais qui certainement, par les temps qui courent, ne devrait plus avoir lieu. Est-ce qu'il faut qu'on continue de donner à quelqu'un comme ça, là, des femmes qui appartenaient à d'autres avant lui? Vous êtes pour ou contre cette façon de faire, je crois que le monde monsieur l'écrivain? Le monde a évolué. Hein. Et oui, on devrait certainement... Il faut s'adapter à l'évolution du monde. Je ne sais pas si aujourd'hui, les neveux même, les petits frères, tout ça, sont prêts à... oui, c'est très compliqué. Ensuite, est-ce que les femmes elles-mêmes elles sont prêtes aussi à cela? Donc le monde est devenu autre. Ça, c'était certainement l'ancienne tradition. L'ancienne tradition dans laquelle vivait Ngomba. Voilà, vous verrez même que les métiers que Ngomba fait là-bas, c'est des métiers traditionnels. Ce ne sont pas les métiers modernes. Oui, dans la dernière ligne droite, dans les 2 dernières minutes, le titre de votre deuxième livre, c'est pas que humilité, c'est humilité et gloire. Pourquoi humilité et gloire? Oui, tout au début, je vous ai dit que l'humilité précédait la gloire. Et ça, c'était biblique. C'est pas de moi. Ensuite, parce qu'un Ngomba, un jour, a eu un destin glorieux. Parce que le destin, il peut être humiliant, comme il peut devenir aussi glorieux. Au finish, oui. Au finish, Ngomba devient une jeune princesse qui veut maintenant être sacrée ou consacrée princesse, parce que son père, le roi, venait de mourir. Mais cette fille-là, cette jeune femme, pour être consacrée reine, doit avoir un mari. Et le mari sur lequel elle tombe, c'est Ngomba. C'est Ngomba. Qui a déjà 5 femmes. Qui a déjà 5 femmes. On laisse le lecteur découvrir la suite. C'est pour dire que Ngomba, à la fin, devient le père d'un prince, qui lui-même deviendra roi, et le sang de Ngomba devient quelque part un sang royal. C'est lui qui commande, c'est son enfant qui commande maintenant tout. Ça on oublie dans la foulée Ngomba qui sort un peu de son état là, et du coup il devient un grand homme par le coup de ce destin là, qui au départ lui avait joué des tours, mais qui au finish, en tout cas certainement qu'il a dû subir à boire et à manger. Il nous reste 1 minute. C'est pour dire que souvent le destin nous rattrape par les voies qu'on cherche pour qu'on emprunte pour le contourner, pour l'éviter. Exact. Souvent. Parce que... vos derniers mots, justement. Mon dernier mot, c'est que le destin, on vous dit que vous devez aller à tel endroit. Mais pour y arriver, vous devez emprunter telle voie. Mais comme vous avez appris à l'école que la ligne droite est le plus court chemin, vous voulez à tout prix aller par le plus court chemin. Et après, vous avez des difficultés pour arriver là. Évidemment. Mais celui qui avait contourné est arrivé. Les destins sont souvent comme ça. J'aurais voulu que M. Ebolo termine ses propos sur cette question. Malheureusement, on est à l'atterrissage. Vous poser la question rapidement. La façon dont vous parlez du destin,
et s'il s'agissait du Congo, d'une nation, d'un pays, là nous parlons du destin d'un humain, d'un homme, oui, mais même est-ce que c'est valable pour les nations? Même les nations ont des destins. Est-ce que ce que vous dites est valable pour les nations? Pour les nations. Le Congo par exemple, comme ça. Bon, vous me permettez de ne pas répondre à une telle question. Super. Vous savez, je suis diplomate. Ah, et exact. En tant que diplomate, j'ai le droit de réserve sur beaucoup de questions qui concernent la politique, la vie de la cité. Je n'ai pas à me prononcer sur ça. Exact. Le Congo a le destin que Dieu lui a donné. Et je crois qu'un jour, notre président public avait donné ce pays, avait remis ce pays dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu. Et il sait pourquoi à son niveau, il sait pourquoi il avait remis dans les mains de Dieu. Ça c'est clair. Je crois que Dieu doit certainement l'aider à façonner le destin de ce pays. C'est ce qui est en train de se faire. Exact. Parce que cette façon de s'humilier, en remettant le pays entre les mains de Dieu, précède justement la gloire que nous attendons tous. Vous avez bien trouvé. Justement, mais on est à la fin, chers téléspectateurs, mais il y a quelque chose à retenir dans ça. Moi, je vais dire aux chers téléspectateurs que quand vous arrivez quelque part, une question on vous pose une question, lorsque vous n'êtes pas à mesure de répondre à cette question, faites comme Monsieur Emmanuel et Bolo. Chers téléspectateurs, c'était Convergence et Révolution culturelle. Ce soir, j'étais avec Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Nous vous disons bonsoir.